Et bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau et dernier numéro de la saison 1 de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, on l'a dit, pour ce dernier numéro, épisode 62, en compagnie de Stéphanie Pérez, Sonia, qui va venir nous présenter son livre aux éditions Récamier, La ballerine de Kiev. Sonia, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Un livre très prenant qui prend aux tripes et je ne sais pas comment le décrire sans trop dévoiler, donc je vais en faire dans ma chronique après, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on entend à la télé, mais qu'on voit, on fait pas forcément attention, et c'est vrai que là, en lisant le livre, il y a des trucs qui nous sautent aux yeux qui font mal au cœur quand même. Eh bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants, en tout cas, et vraiment merci à toi. Ensuite, on n'aura pas l'extrait de Marie, parce qu'encore une fois, on s'en excuse, mais suite à des petits soucis techniques qui ne seront pas résolus encore une fois, c'est Stéphanie qui a accepté de nous lire un extrait ce soir, on le rappelle, de ce livre, La ballerine de Kiev aux éditions Récamier. Donc encore merci à elle. Et nous aurons ensuite le portrait de Séraphine. Séraphine, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Stéphanie? Mais encore une passionnée, je me suis vraiment régalée à faire mes recherches, la voir, l'entendre. C'est une historienne, mais une historienne du présent. Elle a une facilité à le raconter. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra lire dans 20 ans, 50 ans, comme une histoire vraie, comme quelque chose d'historique, quoi. C'est vraiment très, très intéressant. Je suis ravie. Eh ben, écoute, ravi également de t'écouter et je vous rappelle en tout cas que vous pouvez retrouver toutes les émissions, toute la saison 1 en rediffusion sur la page YouTube. Vous scannez ce QR code et vous pourrez retrouver toutes les émissions le mercredi et le vendredi à 20 heures. Je note à partir de septembre sur la page Facebook et YouTube de l'émission Entre l'encre et les mots. Hein, le bandeau circulera tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, avant de commencer, je voulais remercier tous les auteurs, toutes les maisons d'édition et vous, chers lecteurs, qui nous regardez chaque mercredi et chaque vendredi. On est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à poser des questions et surtout les auteurs sont de plus en plus contents. On va le voir encore ce soir avec Stéphanie Pérez qu'on reçoit tout de suite. Hop, allez, le petit jingle. Et bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir, on l'a dit, pour présenter ce livre La ballerine de Kiev aux éditions Récamier. C'est votre deuxième roman, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier puisque pour ceux qui vous connaissent, vous étiez encore il y a quelques instants au Journal de France 2 pour un reportage. Donc vraiment merci à vous de, entre guillemets, d'avoir couru pour être avec nous ce soir. Vous connaissez le principe de l'émission, les personnes vont poser des questions en commentaire, le but du jeu pour vous sera d'y répondre. Mais avant toute chose, avec vos mots à vous, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Stéphanie Pérez? Oh là là, vaste programme. Qui est Stéphanie Pérez? Stéphanie Pérez, c'est une passionnée du monde en marche et je pense, je suis quelqu'un qui a envie de décrypter, de comprendre, d'aider à analyser ce monde qui va très très vite, qui nous dépasse parfois. Et moi surtout, je m'intéresse aux hommes, aux femmes qui font l'histoire, qui la subissent parfois. C'est le cas dans mon roman qui parle de la guerre en Ukraine. Et c'est cette passion-là qui me conduit sur le terrain au début, depuis 30 ans, pour mon travail de reporter, et puis depuis 2 ans maintenant, pour cette autre activité qui me passionne de plus en plus, qui est celle de l'écriture. Et c'est vrai que j'essaye de mêler les deux parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas forcément dire, moi, dans mes reportages et que j'ai envie d'écrire. Donc voilà, toujours cette même passion de l'information et d'être témoin de l'histoire. Je crois que c'est ça qui me motive depuis mon plus jeune âge. C'est me dire j'y étais et expliquer ce monde en marche très, 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 très compliqué. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation. Vous l'avez dit, vous êtes grand reporter sur France Télévisions depuis plus de 25 ans et vous avez dit effectivement que l'information n'est pas une opinion. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce métier de reporter? À quoi ça consiste exactement? C'est vraiment un métier de passion parce que c'est un énorme engagement personnel. Moi, le matin, quand
quand je me lève, je ne sais pas où je dormirai le soir. Et c'est ça qui fait tout le sel de ce métier. Moi, ce que je vous disais, c'est que ce qui me passionne, c'est d'aller là où ça se passe, de comprendre ce monde en marche, et encore plus en ce moment parce que tout s'accélère et que c'est parfois vertigineux. Donc le matin, quand je me rends à France Télévisions, je ne sais pas où je dormirai le soir, et c'est ça ma passion, c'est d'aller là où ça se passe, c'est d'aller notamment sur les terrains difficiles, parce que, comme je le disais, les histoires des hommes et des femmes qui subissent l'histoire sont celles qui me passionnent, parce que j'ai une vraie admiration pour les héros du quotidien, pour les gens qui résistent dans les situations difficiles. Donc voilà. Donc la plupart du temps, quand je me rends au travail, voilà, j'ai toujours une valise qui est prête pour pouvoir aller prendre un avion dans l'heure qui suit, pour aller pas forcément dans un lieu que je connais, et c'est ça qui est assez excitant, c'est cette adrénaline-là aussi, de se dire, allez, voilà, je pars, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas combien de temps je vais rester sur place, mais je vais faire de mon mieux pour partager mon expérience, et puis surtout donner des clés de compréhension aux spectateurs, et encore plus en ce moment, parce qu'on sait qu'on est dans une ère des fake news, du complotisme, et je sais que le travail que je fais à mon modeste niveau est vraiment nécessaire, parce que moi, je vais sur place, je vais là où ça se passe, et je ne parle que de ce que je vois. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement précieux, et ça, en fait, j'en ai pris conscience avec le temps. En fait, au départ, ce qui m'intéressait dans ce métier, c'était de prendre l'avion et puis de voyager à travers le monde. Et avec le temps, j'ai compris l'importance de ce métier, et encore plus aujourd'hui. Effectivement, l'information n'est pas une opinion. C'est-à-dire que pour moi, ce qui compte, ce sont les faits, et c'est ce qui me motive quotidiennement. Il y a une question intéressante de Laurent qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit: bonsoir Stéphanie, que trouvez-vous le plus dur dans votre métier de reporter? Le plus dur, c'est qu'on se retrouve confronté forcément à toute la douleur du monde. Moi, je pense que, encore une fois, assez modestement, à mon niveau, je peux dire que j'ai vu tout ce que l'homme peut faire de pire. J'ai vu différents types de guerres. J'ai été témoin des suites de massacres. Donc c'est assez difficile de garder foi en l'humanité après tout ça. Et parfois, quand le soir, après une journée de reportage, on rentre à l'hôtel, c'est lourd, et heureusement, moi, je pars maintenant toujours en reportage avec des gens qui sont des amis, et le soir, on peut, voilà, vous voyez à l'image, c'est mon amie Chloé Cormery qui tient la caméra, et qui est une amie de 30 ans en qui j'ai entièrement confiance. Et les décisions, on les prend toutes les deux, et on se fait mutuellement confiance. Et le soir, s'il y en a une de nous qui a un petit coup de blues, parce que la journée a été dure, parce que les rencontres ont été émouvantes, eh bien, on se le dit. Et on n'a pas peur de se le dire, et c'est ce qui nous permet d'évacuer toute cette tension, toute cette douleur qu'on ressent. Et en même temps, l'une et l'autre, on y retourne, parce que c'est vrai que c'est devenu peut-être aussi une mission, et c'est ce qui nous motive. Mais c'est sûr que parfois, encaisser, entre guillemets, tout ce malheur, toute cette douleur, ça peut être difficile à gérer, oui. D'accord. Stéphanie Martin qui nous dit: bonsoir, vous avez une âme de globe-trotter. Pourquoi être passé par le journalisme pour voyager? Parce que moi, quand j'étais enfant et puis ado, ce que j'aimais, c'était écrire. Donc, dans mon enfance, je voulais écrire des livres. Je voulais être écrivain. Et puis, bon, je n'avais pas assez d'imagination. Et puis, moi, je viens du centre de la France. J'avais zéro contact, pas du tout une famille qui était connectée avec les milieux de l'édition. Donc, c'est un rêve que j'ai abandonné pendant très longtemps. Et finalement, le journalisme me permettait d'allier ces deux passions, donc à la fois celle de l'écriture et puis celle du voyage. Et puis moi, j'ai toujours été
voilà, curieuse du monde qui m'entoure. Donc c'est assez génial de pouvoir à la fois voyager et puis écrire et puis être témoin de la grande histoire et puis des petites histoires qui composent la grande histoire. Exactement. Bon, on a vu quelques visuels passer, effectivement, où vous êtes sur le terrain, où on voit aussi que vous avez interviewé des grands, des grands chefs d'État. Bon, là, quand je dis grands chefs d'État, on se comprend ce que je veux dire, hein. Voilà, c'est des chefs d'État. Ça Voilà, vous c'est le fait quoi, par président exemple? Zelensky, oui, c'est un moment Voilà, particulier, effectivement. forcément. Parce que je voulais faire la transition, effectivement, parce qu'on rappelle que vous êtes avec nous pour parler de votre livre La ballerine de Kiev. On va voir la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais justement, il y a René qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit quels sont vos moments de détente qui vous font un peu oublier les risques de votre métier en milieu hostile. Alors les milieux de détente, une fois que je suis revenue en France, hein, c'est ça, une fois que je suis à Paris, c'est dans ce sens-là la question. Oui. Ouais. Alors j'essaye de faire beaucoup de sport pour évacuer justement tout ce stress. Et puis j'ai la chance d'avoir une famille assez soudée, assez solidaire. Donc les moments en famille sont très très précieux. J'ai un garçon de 18 ans que j'adore et avec qui que je suis ravie de retrouver quand je reviens. Et puis bah, vous voyez, aujourd'hui, là, entre deux reportages pour France 2, je suis allée au musée du Louvre. Voilà, je suis allée me changer un peu les idées. J'ai profité que la circulation à Paris est plus calme en cette fin de juillet. Et je suis allée traîner un petit peu dans les allées du Louvre. Et c'est vrai que c'est là, dans les musées, généralement, que je trouve un peu d'apaisement, un peu de calme et puis un peu d'inspiration aussi parfois pour ce que j'écris ou ce que j'ai envie d'écrire. D'accord. Et je rajouterai, parce que je pense que la question veut aussi dire ça, c'est quand vous êtes sur le terrain. Est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez à vous avoir quand même des petits moments de détente quand vous êtes sur le terrain? Oui, alors ça dépend des endroits où vous êtes, mais je sais qu'en Ukraine, par exemple, quand on part en reportage en Ukraine, on sait que quand on va dans l'est du pays, là, on est 24 heures sur 24 vraiment très concentré, très vigilant sur les questions de sécurité notamment. Donc on s'accorde pas beaucoup de temps de repos, mais après, il y a à certains endroits, à certains moments, on va retourner dans la capitale, Kiev, qui est une capitale qui continue de vivre plus ou moins normalement, si tant est qu'on peut vivre normalement quand on sait que la nuit, les bombes peuvent tomber. Mais c'est une ville qui continue de vivre. C'est une ville où les restaurants, voilà, ce soir, à l'heure actuelle, les gens sont certainement en terrasse. Il y a des très bons endroits, on mange très bien. Et pour nous, par exemple, voilà, quand on est à Kiev, on sait que le soir, on peut choisir un bon resto et on va prendre un bon verre de vin pour ceux qui aiment ça, un bon plat de viande pour ceux qui aiment ça. Et voilà, on va se détendre, on va rire un peu. Notre traducteur sur place, qui est quelqu'un qui souffre forcément puisque son pays est en guerre, va aussi lui se lâcher un peu plus, nous faire un peu plus de confidences personnelles. Donc c'est des moments un peu plus intimes qui font du bien, qui réchauffent et qui permettent de repartir après de bon pied. D'accord. Alors, il y a encore quelques petites questions sur votre métier de reporter avant d'entamer celle sur votre métier d'écrivain, qui est aussi un très très grand métier. Il y a Talibanière, bonsoir, qui nous dit: bonjour Stéphanie, comment se protège-t-on de toute cette souffrance que vous pouvez côtoyer? Comment on se protège? C'est ce que je vous disais en fait. Moi, je parle beaucoup. J'ai pas de honte à dire que j'ai eu peur, que j'ai de la peine, que j'ai envie de pleurer. Et donc, et c'est pour ça que c'est très important dans ce métier de partir avec des gens en qui on a confiance, avec qui il n'y a pas de tabou. Il y a pas d'image à entretenir. On est 100% nous-mêmes. Et voilà. Et donc, moi, s'il y a quelque chose qui passe pas, qui est douloureux, j'en parle tout de suite, je l'évacue tout de suite. Et je pense que c'est un des remèdes, c'est-à-dire ne pas garder les choses pour soi, ne pas avoir honte de se dire bah oui, aujourd'hui j'ai craqué, aujourd'hui j'ai pleuré, aujourd'hui voilà, c'est dur. Et puis surtout, moi je sais que
ce que je vis est temporaire sur place par rapport aux gens que je côtoie. Je sais que j'ai cette chance-là. Donc, quand je reviens en France, je sais que j'ai une chance énorme et j'en profite et je la savoure, cette chance. Peut-être que j'ai une conscience plus aiguë que d'autres de la chance qu'on a de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre. Et en fait, j'ai décidé que la vie était belle quand je reviens en France. Donc, mon fils, dont je parlais tout à l'heure, voilà, je l'élève dans l'idée que la vie doit être une fête parce qu'on a de la chance, on est en bonne santé, on ne subit pas la guerre, on a un toit, et ça, je mesure la chance qu'on a. Donc, je pense que c'est ce qui me permet justement de prendre de la distance par rapport à tout ce que je vois, parce que peut-être un petit peu égoïstement, je me dis que moi je suis chanceuse et que j'ai pas le droit de me plaindre. Mm. D'accord. En tout cas, merci à vous en tout cas de partager cette expérience avec nous. Et justement, il y a René qui nous dit il faut du courage pour affronter la peur. Et est-ce que l'écriture peut faire réapparaître le stress? C'est une belle transition pour parler de vos bouquins maintenant. Non, alors je pense que justement l'écriture c'est mon exutoire. Alors c'est pareil, ça j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Mais je pense que voilà, puisque la ballerine de Kiev parle de l'Ukraine, la ballerine de Kiev, elle est née de toutes ces nuits que j'ai passées avec les civils ukrainiens dans des caves à attendre que les bombardements s'arrêtent. Et tout ça, c'est des expériences qui sont assez fortes, dont je peux pas forcément parler intégralement dans mes reportages parce que j'ai pas le temps. Et puis voilà, je suis journaliste, je suis pas là pour étaler mes états d'âme. Donc le livre me permet justement de mettre tout ça sur papier, et puis c'est aussi une sorte de thérapie. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est aussi voilà une façon de gérer cette souffrance que je reçois. Parce que à la fois je la couche sur papier, donc je la garde pas en moi, et puis en même temps voilà, j'en laisse quand même une trace parce que comme ça ce que je vis existe. D'accord. Et justement, on parlait de ça avec Sonia tout à l'heure. Comment vous construisez les reportages? Puisqu'on le rappelle, pour ceux qui regardent le journal de France 2, on a eu la chance d'entendre votre voix tout à l'heure sur le reportage sur le tsunami qui a touché la Russie et pas notre ville à côté, heureusement. Mais comment ça se construit un reportage? L'Ukraine, par exemple, quand je pars en Ukraine, je ne sais pas forcément ce que je vais trouver sur le terrain. Donc, en fonction des bombardements, on se rend sur place, on discute avec les gens, on voit ce qui se dégage. Et ça, avec l'expérience, j'ai appris à savoir que un reportage, vous commencez souvent par une image forte. Vous allez commencer par un témoignage qui est fort parce que votre objectif c'est que votre spectateur soit touché par ce que vous montrez. Mais la plupart du temps, moi quand je pars en reportage, je sais pas du tout ce que je vais trouver. Donc je sais pas du tout comment je vais le construire, je sais pas du tout comment je vais le raconter. Et c'est la force du reportage du terrain. Qui est que en fait l'actualité, l'information s'impose d'elle-même, et moi j'ai juste à organiser un petit peu ce que je vois parce que je dois en faire un résumé, mais bien souvent voilà, je pars, je n'ai pas d'idée préconçue. Après ça m'arrive aussi et ça m'est arrivé en Ukraine d'avoir préparé des reportages avant de partir, d'avoir demandé à notre traducteur de prendre des rendez-vous. Donc en fonction de ces rendez-vous, on se rend sur place, on filme, on fait les interviews, et puis parfois on se rend compte que l'idée qu'on avait était complètement fausse ou incomplète. Donc on la complète sur le terrain avec d'autres tournages. Donc l'information telle qu'on la conçoit, c'est pas une information qui est figée et qui est écrite à l'avance. Moi, je tiens vraiment à toujours m'adapter à ce que je vois pour que le reportage soit le plus vivant possible, et puis surtout qui colle le plus à la vérité du moment où je filme. Parce que la vérité du moment où je filme ne sera pas forcément celle de la veille ni celle du lendemain. Et justement, dans votre métier, est-ce que vous êtes spécialiste de pays en particulier? Vous avez cité tout à l'heure l'Ukraine et la Russie, par exemple. Ou est-ce que vous pouvez partir aux quatre coins du globe? Parce qu'on vous a vu à Washington aussi récemment.
Oui, alors je peux partir. Moi, je suis ce qu'on appelle grand reporter. Alors, c'est un peu pompeux comme expression, mais l'idée, c'est que je peux partir, voilà, disons, au pied levé, comme je vous disais, je peux partir au pied levé aux quatre coins de la planète. Mais voilà, si par exemple, si le tsunami aujourd'hui avait été très important, peut-être que je me serais retrouvée dans un avion ce soir pour quelque part dans le Pacifique. Ça m'est arrivé. J'ai couvert le tsunami en 2004 en Asie, le tsunami qui avait ravagé l'Asie du Sud-Est. J'y étais allée. Je suis allée en 2011 au Japon au moment du séisme à Fukushima. Donc, c'est des choses qui m'arrivent et que je sais faire. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je me suis spécialisée sur plusieurs terrains. Donc, il y a l'Ukraine, forcément, depuis plus de 3 ans maintenant, même un peu plus parce que j'ai commencé à aller en Ukraine au début vraiment du conflit en 2014. Et puis, il y a toute une partie du Moyen-Orient que je connais très bien, à savoir l'Iran, qui a inspiré mon premier livre, Le gardien de Téhéran. Et puis, l'Irak, la Syrie, où je me suis rendue aussi régulièrement, et qui d'ailleurs, je vous donne un petit scoop, mais sera l'objet de mon 3e livre. Ah bah écoutez, on l'appelle, hein, on a vu tout à l'heure passer effectivement hein, qu'on peut vous aussi vous retrouver hein, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour suivre votre actualité littéraire mais aussi journalistique. En tout cas, voilà, vous parliez de ce livre, votre premier roman, hein, Le gardien de Téhéran, aux éditions Récamier, qui a été finaliste prix Maison de la Presse et également prix Orange du Livre. Et bien, vous l'avez dit tout à l'heure et qui est encore aujourd'hui récompensé. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce premier roman? Alors, ce premier livre, il est particulier parce que, comme je vous le disais, ça fait très longtemps que je voulais écrire un livre, mais je trouvais que j'avais pas assez d'imagination. Voilà, j'étais pas faite pour ça. Et puis, à l'occasion d'un reportage en Iran, j'ai rencontré mon personnage. Il s'est imposé à moi et là, l'écriture d'un livre s'est imposée, ce qui est assez magique, je trouve. Et en fait, voilà, je faisais un reportage à Téhéran sur le musée d'art contemporain de Téhéran qui avait été monté par l'impératrice Faradiba, l'épouse du Shah, en 1977. Alors, on sait pas forcément qu'à Téhéran, il y a un musée d'art contemporain avec des Picasso, des Warhol, des Monet, toute une série des centaines de tableaux occidentaux qui n'ont jamais été vus pratiquement en Occident. Et donc, j'ai rencontré voilà, lors d'un reportage le gardien de ce musée qui m'a expliqué qu'en fait, il avait protégé ces tableaux lors de la révolution islamique menée par les religieux et par l'ayatollah Khomeini. Et donc des religieux fondamentalistes qui, à l'époque, détruisaient tout ce qui avait trait à l'Occident et qui détestaient, honnissaient notamment tous les artistes occidentaux. Et c'était un magnifique personnage, le gardien de ce musée, puisque c'était un homme, un monsieur des bas quartiers qui était devenu en fait conservateur, malgré lui, du musée de Téhéran et qui a sauvé les œuvres de la destruction par les mollahs et l'histoire est juste belle et le personnage est juste magnifique. Eh ben, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, on rappelle hein, ce livre, Le gardien de Téhéran, qui a été plusieurs fois récompensé. Et vous le disiez, qu'il l'est encore aujourd'hui. Mais on l'a pas dit aussi tout à l'heure, vous avez été récompensé aussi par plusieurs distinctions, dont le prix Patrick Bourrat en 2020 pour votre métier de reporter. C'est ça, hein? Oui, j'ai eu quelques prix, notamment puis le prix Bayeux, qui dans notre profession est un prix de référence. Donc forcément, ça fait toujours plaisir de voir que les confrères ou les spectateurs apprécient notre travail. Ça veut dire Eh qu'on ben, ne en tout travaille pas cas, pour rien. eh ben, félicitations en tout cas et merci beaucoup aussi de nous faire suivre l'actualité comme ça au quotidien. On le rappelle sur France Télévisions. Donc vous êtes avec nous, on le rappelle, pour nous parler de ce livre, La ballerine de Kiev aux éditions Récamier. C'est votre deuxième livre. Est-ce que vous pouvez également nous en parler et on recevra ensuite Sonia pour la chronique? Alors ce livre, j'y tenais particulièrement parce que forcément, donc il parle d'un pays que je connais bien puisque j'y passe beaucoup de temps, notamment depuis février 2022 et le début de la guerre. Et quand je cherchais le thème de mon deuxième roman, il s'est imposé parce que je voulais parler de ce pays. Et puis j'avais vu à Paris, en représentation,
les danseurs de l'opéra de Kiev, et j'avais senti que quand ils dansaient, ils ne faisaient pas que danser en fait. Il y avait autre chose qui était beaucoup plus fort, qui était plus subliminal, c'était une forme de résistance. Et donc j'ai mené mes recherches en bonne journaliste que je suis. J'ai rencontré des danseurs du ballet de Kiev, on les voit à l'image, à la répétition, et voilà, on voit Irina Borisova, qui est une des danseuses étoiles du ballet de Kiev, qui suit les aventures du roman de très près. Et donc, à partir de leur histoire, voilà, je me suis rendu compte que beaucoup des danseurs du ballet de Kiev, comme tous les autres Ukrainiens, avaient été emportés dans la spirale de la guerre. Et ce qui était intéressant à explorer dans leur cas, c'est que la danse, c'est la perfection, c'est la beauté, et en fait, c'est un univers qui est entré en choc brutal, en confrontation brutale avec celui de la guerre, qui est tout le contraire. C'est la guerre, c'est l'horreur, c'est le sang, c'est les blessures. On est loin des corps parfaits du ballet classique, et les danseurs du ballet de Kiev se sont retrouvés confrontés à ce choc brutal. Il y a des danseurs hommes qui sont partis sur le front, qui ont été blessés, pour certains qui sont morts. Les danseuses femmes, elles, se sont engagées dans l'humanitaire, donc elles sont sorties de leur cocon uniquement centré sur leur corps. Elles ont été obligées de penser aux autres. Et tout ça a été, je trouve, une manière assez formidable à explorer. Et donc, à partir de là, j'en ai écrit ce roman qui est très personnel pour moi, parce que il y a mon hommage à tous ces civils qui résistent, qui voient leur vie bouleversée. Parce que je pense que moi, la question à laquelle j'ai toujours pas trouvé la réponse, c'est comment moi je réagirais. Et eux, voilà, ont réagi avec beaucoup de courage. Et puis c'est toute une réflexion aussi sur la culture, l'art dans la guerre. Et ce livre, il est vraiment puisé de mon expérience. Et je sais que les lecteurs, les retours que j'ai me disent ce qu'on apprécie, c'est que voilà, on sent que c'est vécu de l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, je voulais faire vivre la guerre de l'intérieur, aller plus loin justement que les images que moi je produis, pour qu'on se mette vraiment dans la peau de ces danseurs, de ces civils ukrainiens dont la vie a été bouleversée, et qu'il est encore actuellement. On va entendre la chronique de Sonia dans quelques instants. On rappelle juste effectivement que ce roman a aussi été récompensé par le prix des lecteurs Cultura 2024. Donc encore une fois, félicitations à vous. Et je rejoins effectivement les commentaires sur cette couverture. On a vu des commentaires de René et de Laurent. Cette couverture est splendide. C'est le mot qui a été utilisé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette couverture justement ? Oui, parce qu'elle a une histoire, cette couverture. En fait, mon compagnon est aussi reporter de guerre pour une chaîne concurrente. Et donc, on a réfléchi tous les deux à la couverture, et on a proposé aux éditions Récamier, mon éditeur, et à Céline Toulouse, mon éditrice qui me suit depuis le début et à qui je dois beaucoup. On a proposé, on voulait une danseuse qui dansait sur le canon d'un char. C'était l'image qu'on avait tous les deux, parce que mon compagnon connaît aussi très bien le terrain ukrainien. Et alors bon, l'éditeur nous a dit non, un tank, un canon, c'est pas, voilà, ça va pas forcément donner envie au lecteur d'acheter le livre. Il faut quelque chose de plus onirique. Et donc on est tombé d'accord sur cette danseuse qui vole, voilà, entre d'un côté la beauté qui est représentée par ce fond orangé, et puis la fumée des canons. Et elle vole, et on ne sait pas si elle tombe, peut-être. En tous les cas, elle est offerte au destin qui l'attend, et on l'aime beaucoup, cette couverture. Et effectivement, on a beaucoup, je sais que dans les salons du livre, j'ai beaucoup de très bons retours. Ouais. Eh ben, en tout cas, effectivement, très belle couverture. Et effectivement, vous l'avez dit, on remercie aussi les éditions Récamier, dont Céline Toulouse, qui sont aussi à l'initiative de cette émission, et qui nous ont soutenus aussi durant toute cette première saison. Donc vraiment, merci beaucoup aux éditions Récamier. Ce que je vous propose, c'est de lancer le jingle et de recevoir notre chère amie Sonia.
Bonsoir. Rebonsoir Sonia. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'on est ce soir avec Stéphanie Pérez pour ce livre La Batrine de Kiev aux éditions Récamier, un livre que tu as lu bien attentivement et dont tu as beaucoup de choses à nous dire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Svitlana et Dmitro, couple dans la vie et sur scène. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont danseurs étoiles pour le ballet d'opéra de Kiev. Ils ont la vie devant eux. Ils ont l'amour l'un pour l'autre. Ils sont amoureux de la danse. Ils aiment vivre tout simplement. Leur destin tout tracé va prendre une tournure dramatique en février 2022. Au premier jour du conflit avec la Russie, la guerre déclarée, ils danseront désormais dans leur cœur meurtri. Eux qui étaient libres de leurs mouvements envoûtants passeront un nombre de jours incalculables dans une cave serrée avec leurs compagnons, voisins et amis. Eux qui s'envolaient gracieusement dans les airs pour le plaisir des yeux des spectateurs, s'envoleront désormais pour éviter les tirs ennemis. Ce ne sont plus les battements de tambour, les airs de violon qui siffleront dans la fosse du théâtre, mais bien les tirs de canon. Mitro va s'engager dans l'armée. Svitlana le comprendra, mais aura du mal à faire face à l'absence de son jeune mari, qui risquera sa vie pour leur pays. Après plusieurs jours de doute et de peur, elle, cette jeune femme pleine de talent, le mettra au service des autres en devenant secouriste. Elle verra la mort, la terreur et le malheur au plus proche. Entre amis disparus à jamais, les corps mutilés et les pires trahisons, c'est l'horreur absolue. Danser, retrouver la scène, survivre et se reconstruire, sont-ils des rêves ou de l'espoir possible? Svitlana veut y croire, les autres membres du ballet également. Mais est-ce seulement possible? Et dans quelles conditions? Une chose est sûre, c'est qu'ils ne danseront plus jamais de la même manière. On dit que l'espoir fait vivre, que l'amour est plus fort que tout. Mais quand la barbarie s'invite dans la danse, les danseurs en ont-ils encore conscience? Dans ce livre, les entrechats, les pointes et les portées ont laissé place aux fusils, aux canons et aux hommes armés. Escalade dans l'horreur, Stéphanie, à travers ses lignes, nous invite à un spectacle qu'on aurait voulu ne jamais voir. Comment de nos jours peut-on encore vivre de telles tragédies, d'entendre parler de guerre et du nombre de morts que cela engendre? Comment ne pas avoir le cœur brisé en lisant l'histoire de cette petite fille qui voulait devenir danseuse étoile, mais qui, après avoir perdu sa famille sous ses yeux et un bras dans un bombardement, se réfugie dans un mutisme que l'on comprend aisément. Rêve perdu à jamais pour certains, rêve espéré pour les survivants. Prendre la fuite ou garder la tête haute devant l'ennemi et se battre jusqu'au bout, c'est une question que beaucoup se sont posées. Un livre bouleversant qui m'a ému aux larmes, qui m'a brisé le cœur. Un livre que Stéphanie a écrit avec des mots durs et tendres à la fois, avec colère et passion. On ressent toutes ces émotions à travers ces lignes qui resteront à jamais dans mon esprit. Une pensée pour toutes ces familles détruites et séparées, à tous ces enfants de la guerre, à toutes ces femmes et ces hommes qui ont perdu la vie pour sauver leur pays et ses habitants. Une pensée émue pour tous les survivants. Merci beaucoup, Sonia. Stéphanie, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à Sonia? Moi, ce qui me touche le plus, parce que le retour de Sonia, c'est des paroles que j'ai entendues beaucoup depuis un an que le livre est sorti, et je me dis que quelque part j'ai fait mon boulot, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai rendu cette guerre entre guillemets humaine, j'ai donné des visages à tous ces gens dont on parle à la télé, mais bon, finalement voilà, la télé, on regarde le reportage, mais on est en train de faire la vaisselle, on s'occupe des enfants, voilà, c'est pas pareil que de prendre un livre tout seul dans le silence et de se plonger dans cette histoire, et effectivement, tous ces civils dont la vie a été bouleversée, il ne faut pas les oublier, il faut les admirer parce qu'ils résistent à leur manière. Et encore une fois, moi, je suis vraiment taraudée par cette question de « et moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait ? Est-ce que je serais aussi courageuse que ça ? Est-ce que j'aurais cette force de résister, d'accepter que ma vie, telle que je la connaissais, est complètement terminée, c'est fini, de toute façon ça ne reviendra jamais, parce que mon père, mon frère, mon mari est mort, parce que j'ai perdu un bras, une jambe, et qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Il faut un sacré courage. Et c'est vrai que les mots de Sonia me touchent forcément, parce que ça veut dire que
voilà, si je fais pleurer, et je crois que j'ai fait pleurer pas mal de gens sur ce livre, malheureusement. Mais je crois que si je fais pleurer, j'ai aussi atteint mon objectif, parce que moi, j'avais toutes ces choses-là à dire, et si on pleure en fermant le livre, c'est que mon message est passé. Donc voilà, quelque part, j'ai un peu fait ma part du job, et je me dis, comme vous le disiez tout à l'heure, j'espère que c'est un livre qui restera, alors encore une fois, très très modestement, mais voilà, j'ai été témoin de ces 3 années de guerre, et le livre parle de la première année, et voilà, ça restera imprimé, c'est écrit, ça restera écrit quelque part. Et quand au début de l'année, j'entendais le président Donald Trump réécrire l'histoire de la guerre en Ukraine, et retourner la guerre contre les Ukrainiens, alors que c'est un peuple qui est agressé et qu'ils subissent l'agression de leurs voisins. Je me dis, moi, j'ai été témoin, et j'ai écrit noir sur blanc, et ce livre, il existe, il est imprimé, il est dans les rayons des bibliothèques particulières ou municipales. Donc voilà, j'ai laissé une trace de ce qui s'est passé. Et ça, c'est quand on a vécu la guerre, quand on vit la guerre comme moi je la vis régulièrement, parce que j'y vais quasiment 3-4 mois par an, c'est important de se dire que je laisse quelque chose, que je laisse une trace de ce qui s'est passé, parce que peut-être que plus tard l'histoire sera revisitée, mais il y aura ces témoignages qui resteront. Effectivement, dans la prochaine bibliothèque, ça sera dans la mienne. Dans la prochaine bibliothèque, ça sera dans celle où je travaille, dans la commune où je travaille. Ce matin, j'ai été faire un petit détour vers les collègues bibliothécaires, et je leur ai dit, j'ai 2 ou 3 coups de cœur à vous dire. Et c'est en première sur l'achat pour la rentrée. Ah génial, surtout qu'il marche très bien dans les bibliothèques. J'ai eu beaucoup de prix de lecteurs de bibliothèques l'année passée, donc j'espère que ça va continuer. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, et félicitations. On rappelle qu'il a eu le prix des lecteurs Cultura 2024. Et il y a Tali qui nous dit: waouh, Sonia, ta chronique est pleine d'émotions, de poésie, de profondeur. Merci pour ce merveilleux retour. Et il y a également une question intéressante de Laurent qui dit, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez juste avant, Stéphanie, que nous avons entendu beaucoup de civils ukrainiens qui avaient rejoint l'armée pour défendre leur pays. Pensez-vous que tous les pays auraient réagi ainsi? Justement, alors j'ai pas la réponse, hein, c'est pour ça que j'écris, je pense, parce que ça me permet de poser la question et de m'interroger, mais je ne sais pas si en France on se retrouvait confronté à cette situation. Est-ce que, comme en Ukraine, tous les jeunes hommes ou moins jeunes fonceraient dans les bureaux de conscription pour aller s'engager dans l'armée? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, et c'est pour ça que cet engagement des Ukrainiens est admirable, et qu'on ne peut qu'admirer la résistance de ce peuple qui finalement s'est aussi révélé dans ce conflit, parce que l'Ukraine, c'était un pays qui n'était pas aussi fort, qui n'avait pas une identité nationale aussi forte, et qui finalement a trouvé cette identité à l'occasion de cette invasion. Et moi, je pense que, comme tous mes collègues qui ont assisté au début de ce conflit, je pense qu'on se rappellera tous de ces files de jeunes hommes qui allaient s'engager, qui partaient à la mort en fait, mais qui y allaient parce que le patriotisme chevillait au corps, et qui pensaient à l'avenir de leur famille, de leurs enfants, et qui faisaient ça pour l'histoire, pour l'avenir. Et c'est extrêmement courageux, très honorable, très admirable. Et moi, je sais que ce qui m'intéresse dans ce métier, justement, c'est de rencontrer les hommes, c'est de comprendre les mécanismes de l'humain. Et bien ça, encore maintenant, je suis fascinée, je suis admirative de cette force qui vous pousse du jour au lendemain à tout lâcher. Moi, j'ai rencontré des pères de famille qui ont tout lâché, qui sont partis du jour au lendemain, qui ont laissé femmes et enfants, qui pleuraient sur un quai de gare. Mais voilà, la patrie était plus forte que tout. Et là, on se dit, mais waouh, moi, je crois que je ne pourrais pas le faire. Peut-être que je serais la première à partir en courant. Mais ça, tant qu'on n'est pas confronté à ce genre de situation, on ne peut pas savoir.
Et puis ils sont rentrés aussi dans l'histoire, parce qu'un petit pays face à un grand pays aussi, Exactement. qui se battent et tout ça, et qui se laissent pas faire, en fait. Qui a résisté beaucoup plus que ce qu'on pensait, parce qu'il faut se rappeler, et moi je me rappelle les premiers jours de la guerre, nous, entre journalistes, on se disait tous, bon, de toute façon, en 3 jours, la Russie a gagné, mais non, on est à 3 ans et demi, hein, et les Ukrainiens, alors certes, les Américains et les Européens aident beaucoup l'Ukraine, mais parce que les premiers jours, les Ukrainiens n'ont pas lâché, n'ont pas cédé dans les premières heures. Et justement, il y a une question intéressante qui demande, à votre avis, Stéphanie, comment faire pleurer ceux qui déclenchent les guerres? Comment, pardon? Comment faire pleurer ceux qui déclenchent les guerres? Ceux qui déclenchent les guerres. Voilà. Malheureusement, je crois que ça, c'est une mission quasi impossible. Je suis devenue assez pessimiste avec le temps, et je vois bien que j'entends là que Donald Trump veut faire pression sur Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine ne cédera pas, donc et Vladimir Poutine ne pleurera pas sur cette guerre, donc Ouais. donc malheureusement là-dessus, je sais que je suis qu'une toute petite chose, et qu'ils sont beaucoup plus forts que moi. Et justement, Tali nous demande, est-ce que votre regard sur l'humanité a évolué justement depuis le début du conflit, ou même depuis que vous êtes reporter dans son ensemble? Est-ce que votre regard sur l'humanité a changé? Oui, parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vu de quoi l'humain était capable, et j'ai vu qu'il était capable du pire. Donc ça, quand on le voit, quand on rencontre les gens qui ont subi le pire, forcément, il faut garder la foi, hein, pour continuer de se lever le matin et de se dire, bon, il faut trouver du sens à tout ça. Mais j'ai aussi vu le meilleur. Et en Ukraine, j'ai vu le meilleur. En Ukraine, j'ai vu des gens changer, des gens qui n'avaient rien à voir avec la guerre et qui sont devenus des bons samaritains, qui ont sauvé leur immeuble, leur quartier, et qui ont trouvé là une raison de vivre. Et ça, c'est ces parcours-là sur lesquels moi je veux m'arrêter, en fait. C'est ces parcours-là que je veux mettre en valeur, parce que et c'est souvent ce que je dis aux lecteurs quand je les rencontre dans les salons, et c'est aussi le message de mon premier livre, Le Gardien de Téhéran. Je pense que même dans les temps les plus obscurs, il y a toujours un petit peu de lumière quelque part. Il faut aller la chercher. Alors parfois, c'est un mince filet, hein, il n'y a pas grand-chose. C'est un tout petit rayon de lumière, mais il existe quand même. Et en fait, moi, je crois que ce qui me fait encore tenir debout dans ce métier, c'est la volonté d'aller chercher ce petit rayon de lumière, même si c'est de plus en plus sombre autour. Sonia, tu veux rajouter quelque chose? Non. Non. Justement, une question intéressante de Stéphanie qui nous dit, avez-vous des contraintes dans l'écriture du texte de vos reportages? Alors oui, j'ai des contraintes, parce que moi j'ai une contrainte de temps. J'ai une contrainte, moi, quand j'envoie un reportage, alors quand je suis en Ukraine, j'ai 2 minutes 30, entre 2 minutes 30 et 5 minutes, en fonction de l'intérêt du reportage, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce qu'en 5 minutes de reportage, c'est 2 feuillets, 2 feuillets et demi, donc on peut pas dire beaucoup de choses. Alors je m'appuie beaucoup sur l'image, hein, dans mon travail, mais forcément, je peux pas dire tout ce que je voudrais, parce que si je voulais dire tout ce que je voulais, il faudrait que je fasse un magazine. Et en l'occurrence, moi, je travaille pas pour les magazines de France Télévisions, je travaille pour les journaux de France Télévisions, qui sont des sujets plus courts. Donc ça, c'est une vraie contrainte. Mais après, si la question c'est, est-ce que les contraintes viennent de la rédaction en chef, non, là-dessus, je ne reçois pas de consignes particulières, si ce n'est qu'il faut que je sois claire, parce que parfois, moi, quelque chose qui me paraît évident, parce que je baigne dans ce milieu, dans ce conflit, ce qui me paraît évident ne le sera peut-être pas pour les spectateurs qui prennent le sujet comme ça de prime abord. Donc voilà, j'ai pas de contraintes éditoriales, mais j'ai des contraintes de temps, et c'est pour ça que j'écris, parce que ça me permet d'écrire plus long, d'aller plus en profondeur dans les sentiments, dans les situations, dans les descriptions. Donc en fait, c'est complémentaire.
Et ben justement, ça nous permet de rappeler effectivement que vous êtes grand reporter pour France Télévisions depuis plus de 25 ans et que vous êtes auteur de ce livre La ballerine de Kiev aux éditions Récamier. C'est votre deuxième roman qui a reçu le prix donc Cultura 2024, prix des lecteurs Cultura 2024. Et justement, vous aviez accepté de nous lire un petit extrait. Est-ce que vous êtes d'accord de le faire tout de suite? D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la lumière parce que vous voyez bien autour de moi qu'il fait nuit, donc je me lève juste 2 secondes. Pas de problème, allez-y. Ça me permet de rappeler effectivement que l'émission est en direct donc sur Facebook et sur YouTube et qu'à partir de septembre, vous pourrez suivre cette émission donc sur la page Facebook et YouTube de Entre l'encre et les mots, dont vous pouvez voir le lien s'afficher à l'écran, hein, Facebook et Instagram. Voilà, donc pour suivre la saison 2 qui commencera à partir du mois de septembre avec les Louves du Polar et ce sera à partir de 20h le mercredi et le vendredi. Voilà. Stéphanie, quand vous voulez, nous vous écoutons. Alors, je vais vous lire une scène qui se passe dans une cave où des habitants se sont réfugiés parce qu'il y a énormément de bombardements à la surface. Et donc, dans cette cave se retrouve la danseuse étoile, Svitlana, et Yaroslav, son ami violoniste. Tous les deux, ils se sont engagés à l'arrière. Ils conduisent les ambulances, ils vont chercher les blessés, mais là, ils se sont retrouvés dans un bombardement, donc ils se sont réfugiés dans la cave avec d'autres civils qui sont terrifiés. Face au visage terrifié de ces hommes et de ces femmes qu'ils ne connaissaient pas il y a à peine une heure, Yaroslav, le violoniste, n'hésita pas longtemps. Il ne lui reste qu'une seule arme. Il se lève et saisit l'étui de son violon qu'il a pris soin d'emporter. Sous le regard surpris de Svitlana, la danseuse, il sort l'instrument avec délicatesse, le positionne à la base de son cou et prend sa respiration. Les habitants, soudain silencieux, font instinctivement cercle autour de lui. Leurs mains se rapprochent dans le noir, comme leur solitude. Les notes, lentes et tristes, commencent à résonner dans la cave. Tchaïkovski, le lac des cygnes, bien sûr. Le violoniste entame le pas de deux du deuxième acte, son préféré. Il ferme les yeux. Son archet subtil va et vient sur les cordes. Les élans du violon s'envolent et se brisent sur les murs. La musique oppose ses accords profonds et sublimes au bruit sourd des bombes qui s'écrasent tout autour. Svitlana sent sa gorge se nouer. Le violoniste, garçon discret, se livre peu sur sa vie privée ou ses émotions. Seul son instrument recueille ses états d'âme. Et à cet instant-là, son violon pleure en même temps que lui. Il joue pour triompher des ténèbres. C'est puissant et hypnotique. Une femme se met à fredonner. L'air comme les cœurs se réchauffe. Les soupirs de l'instrument se mêlent à la respiration de l'assemblée. Ils ne font plus qu'un, une seule voix, celle de la vie qui résiste. Svitlana, spontanément, ouvre son sac et sort ses chaussons, le cœur battant. Elle les remet pour la première fois depuis ce maudit 24 février. Ses pieds gelés ont d'abord du mal à retrouver leur place. Le treillis rugueux jure avec la soie des rubans. Mais une fois qu'elle les a enfilés, elle se sent immédiatement redevenir elle-même. Elle esquisse un déplié, quelques entrechats. Ses membres sont raides, le sol de pierre est irrégulier. Mais elle ne fait que l'effleurer du bout de ses pointes, et le sang coule de nouveau sous sa peau. Ses muscles se remettent en marche d'instinct. Les vieilles femmes applaudissent. Leurs joues rosies s'assortissent aux couleurs de leurs fichus. Les enfants la contemplent, les yeux béats d'admiration. Anastasia, une autre infirmière, découvre le pouvoir consolateur de ses amis de l'ambulance, et elle ne peut s'empêcher de pleurer. Elle se promet d'aller à l'opéra quand ils auront gagné la guerre. Les lèvres d'un prêtre bougent imperceptiblement au rythme de la prière qu'il récite. Jusqu'à la veille de l'invasion, il avait persuadé proches et fidèles que la guerre était impossible. Ces instants de communion collective balayent pour quelques minutes le doute qui l'assaille. Je pourrais continuer longtemps, hein, mais... Mais merci beaucoup, en tout cas, pour
la lecture de cet extrait, La ballerine de Kiev aux éditions Récamier, où effectivement on en reconnaît votre voix. Hein. Effectivement, on rappelle que vous êtes grand reporter, journaliste sur France Télévisions. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet je recommence. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet extrait lu par Stéphanie? Et très bien lu d'ailleurs. Merci beaucoup, Stéphanie. J'avais l'impression d'écouter un reportage. C'est pour ça que j'ai fermé les yeux et j'étais en train d'écouter et j'aurais pu en fait vous écouter en fait tout le livre. Et déjà que le livre est prenant, mais avec votre voix posée et votre voix douce, en fait, on vous écouterait pendant des heures. Alors, je pense que vous devriez le faire en audio. Il existe en audio. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il est très beau aussi en audio. Justement, on dit souvent comme ça que les journalistes, ils ont une voix posée, calme. On l'a entendu avec vous il y a quelques instants. Est-ce qu'on vous a jamais proposé de lire un livre également en audio, que ce soit un livre connu ou pas? Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas une activité qu'on m'a proposée, mais ça pourrait être une idée de reconversion quand j'arrêterai ce métier un peu fou, pourquoi pas? Parce que je sais, alors pour le coup, ça, j'ai la chance d'avoir manifestement, hein, c'est ce qu'on me dit, mais j'ai la chance d'avoir une voix qui s'est posée très très jeune. En fait, moi, dès le lycée, mon prof de philo m'avait dit mais il faut que tu fasses quelque chose avec ta voix parce que quand tu lis les textes, tout le monde écoute. Donc voilà, un peu par hasard, plus tard, je me suis retrouvée à faire de la télé, mais bon, ça veut dire qu'il y avait quand même, voilà, c'était quand même écrit quelque part depuis que je suis plus jeune. Et puis ça doit être, faut apprendre aussi à poser sa voix, à faire avec tout ce que, par exemple, vous êtes en reportage, il y a un bombardement derrière, quelque chose comme ça, il faut quand même garder la voix posée, il faut pas trembler en fait non plus aussi, donc c'est tout un exercice. Oui, alors après c'est quelque chose qui vient assez instinctivement, mais si vous écoutez bien, il y a parfois des reportages voilà, où on sent que la voix est plus stressée, plus rapide, voilà, parce que le contexte autour est pas très serein, donc parfois c'est pas toujours simple hein, de conserver son calme et son intonation, mais c'est vrai qu'avec le temps, bon, ça fait 30 ans que je fais ça, donc je m'en rends même plus compte maintenant. En tout cas, encore une fois, et je le dirai jamais assez, merci d'être avec nous ce soir pour nous parler de cet univers journalistique et aussi littéraire. Et justement, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est d'écouter la question de l'invité. Alors, la question de l'invité, c'est quoi? En fin de compte, nous avons demandé à notre précédent invité, qui était Marissa Rachel, qui est venue Sonia, nous présenter son livre La fille du poulpe, pour apprendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. Je t'entends plus, Flo. Oui, on ne vous entend pas très bien. Ah, excusez-moi, est-ce que vous voilà. m'entendez plus du tout? Ah, ok. C'est bon, c'est revenu. Tout va bien. Bon, et voilà, des petits aléas du direct. Je pense que vous devez connaître ça aussi, Stéphanie. Alors, je ne sais pas où ça avait coupé, mais effectivement, je disais que nous avions demandé à Stéphanie Pérez, non, à Marissa Rachel, qui est venue donc nous présenter son livre La fille du poulpe aux éditions Moby Dick. Sonia, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre pour les gens qui nous regardent ce soir? Donc, un polar, une journaliste, détective, qui mène une enquête sur un meurtre pas très... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu étonnant. C'est un ancien flic qui a été retrouvé la tête dans son four. Voilà, donc qui est, après avoir couru après les voleurs, comme je le disais dans ma chronique, courait après les jupons. Donc voilà, donc c'est le revers de la médaille en quelque sorte. Et il y a toute une enquête et avec pas mal de rebondissements. Donc voilà, je le conseille de le lire. Et donc j'en profite du coup pour remercier la maison d'édition Moby Dick qui m'envoie toute la collection de La fille du poulpe. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci encore une fois. On aura l'occasion de les remercier en fin d'émission, toutes les maisons d'édition et les auteurs qui nous font le plaisir de venir chaque mercredi et vendredi partager leur univers. Et justement, Stéphanie, quand on lui a dit qu'on vous recevait ce soir, voici sa question. On est bien d'accord, Stéphanie, à la base, est journaliste sur le terrain, etc. Hein, c'est bien ça, hein, on est bien d'accord. Parce que j'ai regardé quand même pas mal de petites interventions qu'elle voulait faire. Et oui, j'ai une petite question pour toi, Stéphanie. C'est est-ce que tu utilises la fiction comme une arme pour dire des vérités que le reportage ne peut pas révéler?
Est-ce que ça t'aide à faire passer des messages différemment par rapport à ton métier de reporter? Voilà ma question. Ouais, c'est vraiment le fondement de cette activité d'écriture, c'est que je pense qu'effectivement, je suis arrivée à un point de ma carrière où je me suis retrouvée dans des situations difficiles que je décrivais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le fait de faire des reportages pour le journal, c'est à la fois passionnant, mais en même temps c'est court et je peux pas tout exprimer, surtout ce que je ressens moi, parce que j'ai pas le droit dans mes reportages de donner mon opinion, forcément je fais passer des émotions, mais peut-être pas autant que je voudrais, parce que je suis tenue à mon objectif de journaliste, encore plus pour le service public. Et parce que comme on le dit notre campagne, l'information n'est pas une opinion. Et donc, c'est vrai que l'écriture me permet d'aller plus loin dans mon ressenti, dans ce que j'ai envie de dire, dans ce que j'ai vécu, dans les questions que je me pose. Donc, c'est beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, c'est vrai que les deux activités sont vraiment complémentaires et j'ai besoin l'une et l'autre se nourrissent mutuellement. Et c'est ça qui est assez chouette, parce que je suis dans une deuxième partie de ma carrière, voire une troisième partie, et c'est c'est une nouvelle façon d'aborder mon travail, en fait. C'est que mes reportages nourrissent mes livres et mes livres nourrissent mes reportages. Donc c'est assez chouette, c'est assez excitant, et je suis assez contente d'en arriver à ce stade, en fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à cette question de Marissa Rachel, qu'on rappelle que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux. J'ai vu votre message, Stéphanie, et ce que je vous propose en attendant, c'est de recevoir Séraphine qui va venir pour le portrait. Notre chère amie Séraphine, toujours à l'affût, à écouter tout ce qui se dit pendant cette émission. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots justement sur ce début d'émission, en compagnie de, on le rappelle, Stéphanie Pérez, qui est avec nous pour son livre La ballerine de Kiev aux éditions Récamier. Mais que c'est très étonnant la façon dont vous posez votre voix, qui est totalement différente finalement de celle que l'on entend à la télé, parce qu'on sent que là vous n'êtes pas dans votre métier, mais vous êtes bien vraiment avec nous, et votre voix justement autant elle est factuelle à la télévision, autant là elle était quasiment hypnotique sur la lecture. On sent qu'il y a vraiment cette capacité d'être dans votre métier et d'être dans votre passion. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et l'extrait vraiment hypnotique et sublime. Vraiment. C'est touchant, c'est extrêmement bien écrit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est le moment donc de vous laisser en tête à tête pour parler justement de ce livre, La ballerine de Kiev. Mais déjà, justement, je voudrais commencer par votre plume, parce que votre plume, elle est hyper réaliste, elle est extrêmement douce et touchante, mais elle est très réaliste. Pourquoi, puisque vous avez eu envie et besoin d'écrire ces belles rencontres, et puis au-delà, justement, d'aller chercher dans les passions derrière la guerre, pourquoi ne pas avoir été carrément dans le romanesque, dans l'invention, dans totalement autre chose? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de garder quand même ce style très réaliste? Alors, tout simplement parce que déjà, je pense que je suis une jeune auteure, donc je me raccroche encore à ce que je connais. Peut-être que si j'écris plus de livres, petit à petit, je me détacherai de mon métier originel et de ce style-là. Et en même temps, je pense que c'est celui qui me détermine, c'est-à-dire que voilà, mon activité principale, ma vie fait que je suis au contact généralement d'événements qui sont durs. Donc, je ne me vois pas avoir une plume légère, en fait, une plume romanesque pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, peut-être que si je prends plus confiance en moi, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, ce que j'écris reste encore
très proche de ce que je vis, et ce que je vis est dur. Donc ma plume forcément est dure. Et comme on l'évoquait il y a quelques minutes, c'est le prolongement. Pour l'instant, mes livres sont le prolongement de mes reportages. Donc c'est sûr que j'ai plus de temps, mais il y a toujours cette tension que je vis sur le terrain et que je veux faire partager, parce que c'est le message aussi que je veux faire passer. Mais après, rien ne dit que dans 5-6 ans, si je continue à écrire, peut-être que mes livres dans 5-6 ans n'auront rien à voir avec les premiers. Ça serait chouette d'ailleurs. Oui, puis vous avez plus de temps justement et plus de liberté de vous attarder sur des choses, enfin y mettre beaucoup plus d'émotion, y mettre plus justement de douceur que effectivement, comme vous disiez, sur les 2-3 minutes qui doivent être factuelles. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment complémentaire, et je peux me laisser aller un peu plus à moi, à ce que j'ai ressenti, aux questions que je me pose. Donc pour l'instant, j'ai besoin de ça, et puis a priori, voilà, les lecteurs y trouvent leur compte, donc je pense qu'on a trouvé pour l'instant un bon équilibre. Mais encore une fois, peut-être que voilà, là, j'ai écrit 2 livres, mais j'ai encore maintenant le sentiment un peu d'être une imposteur, une impostrice, imposteur, je préfère. Et le syndrome de l'imposteur. Voilà, le syndrome de l'imposteur. Donc je me raccroche à ce que je connais, à ce que je sais. Peut-être que dans quelques années, je m'autoriserai plus de liberté et je me dégagerai complètement de ce rapport avec la réalité. Mais pour l'instant, j'en ai besoin. Oui, surtout que vous passez quand même par un biais bien spécifique, qui est l'art, parce que vous ne parlez pas d'un agriculteur ou d'une commerçante, vous parlez d'un gardien de musée, donc forcément amoureux totalement de la peinture et de ce qu'il doit protéger, de ce qu'il se sent de protéger, et en plus par amour, au-delà de son devoir. C'est même pas par devoir, c'est vraiment par amour qu'il le fait. De même que ces danseurs étoiles qui vont effectivement se servir de leur art pour pouvoir dépasser ce qu'ils vivent. Donc, quel est, votre rapport à l'art? Pourquoi justement la peinture, le ballet, donc la danse et la musique? Quel est votre rapport à l'art pour qu'il soit aussi indispensable dans vos romans? J'évoquais tout à l'heure, vous voyez, à midi, je suis allée au musée du Louvre Oui. parce qu'il y avait une exposition que je voulais voir, et puis que j'aime bien, voilà, me promener dans les musées, dans les allées d'un musée, voilà, et laisser un peu mon esprit divaguer. Donc déjà, voilà, moi j'aime bien, je passe beaucoup de temps dans les musées, je vais beaucoup au cinéma, je lis beaucoup, mais surtout, voilà, c'est lié aussi à mon expérience du terrain, c'est-à-dire que j'ai vu. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était une magnifique source d'inspiration. J'ai vu comment l'art peut consoler dans les temps difficiles. Mon gardien de musée à Téhéran a trouvé une raison de vivre alors que son pays s'enfonce dans l'extrémisme religieux. Et en fait, les toiles de l'impératrice lui permettent de rester vivant et de découvrir un monde qu'il n'aurait pas connu autrement. Mes danseurs du ballet de Kiev continuent de danser parce que c'est ce qui leur permet d'être vivants et qui leur permet de résister, d'affirmer leur culture, et puis d'apporter un peu de beau aussi, parce que moi j'y vais, à chaque fois que je vais à Kiev, je vais à l'opéra. J'essaye de trouver toujours un moment pour aller à l'opéra, et je vois très bien à chaque fois que la salle est pleine, que les gens respirent pendant 2 heures. Pendant 2 heures, ils oublient les bombes. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'alerte pour interrompre la représentation, parce que ça peut arriver. Mais la salle de l'Opéra de Kiev est comble toutes les fins de semaine. Et les gens s'accordent une bulle pour oublier. Et ça, il n'y a que l'art qui peut apporter cette consolation. Et c'est pour ça que j'écris beaucoup. Et d'ailleurs, dans mon 3e livre, voilà, il y a un pianiste, parce qu'encore une fois, la musique aide à s'évader. Alors, à chaque fois, c'est des petits moments d'évasion, c'est pas grand-chose, mais c'est très très précieux dans les temps difficiles. Bien sûr.
Bien sûr. Et bon, ce sont des villes que vous connaissez particulièrement, mais vous avez quand même voyagé partout dans le monde et vous avez rencontré forcément des personnages touchants et des histoires intéressantes un petit peu partout. Pourquoi Téhéran et Kiev particulièrement? Mais parce que l'Iran, j'y ai passé beaucoup de temps, donc c'est un pays qui est fascinant. C'est un pays dont la population est extrêmement. C'est une population qui est très érudite. Les Iraniens sont très érudits, très cultivés, très fiers de leur histoire. Moi, je me suis beaucoup attachée à ce peuple avec les années et encore plus ces dernières années avec tout ce que l'on sait. Et je trouvais que c'était aussi très intéressant d'essayer de comprendre comment un pays a pu basculer comme ça dans une dictature religieuse. Et je voulais aussi redonner des clés à la jeune génération qui n'a connu que l'Iran des mollahs, pour rappeler que l'Iran, ce n'est pas que l'Iran des mollahs. Donc forcément, quand vous connaissez bien un pays, moi en tous les cas, ça s'est imposé naturellement. J'avais envie d'écrire sur ce pays parce que je le connais de plus en plus intimement. Et surtout, je pense que sa population mérite tellement mieux que ce qu'elle a actuellement. Et même chose pour l'Ukraine. L'Ukraine, j'ai vécu des moments parmi les plus forts de ma carrière. Donc, s'il fallait que j'écrive un livre, c'était sur ce pays et sur ce peuple que j'admire pour d'autres raisons que j'admire pour le peuple iranien. Mais voilà, c'est le prolongement parce que c'est des pays que je connais très très bien. J'y ai passé beaucoup de temps. Je vous dis, l'Ukraine, depuis le début de la guerre, j'y passe quasiment 3-4 mois par an. L'Iran, justement avant l'Ukraine, j'y allais 3-4 fois par an. Donc forcément, quand vous connaissez un pays, vous avez envie d'aller encore plus loin dans l'exploration et puis vous avez envie de donner à le connaître. Bien sûr, mais vous avez une façon de décrire l'homme, de décrire l'humain, justement, de décrire ces gens et leur vie. Est-ce que finalement vous avez choisi d'être reporter pour les voyages, pour l'information et le factuel, ou finalement pour l'autre, pour l'homme, pour pouvoir décrire ce que les gens vivent plutôt que les faits? Alors moi, je pense que tout est mélangé, mais c'est sûr que si je fais ce métier-là, c'est parce que moi, je m'intéresse aux gens. Et je crois que dans mes reportages, effectivement, ça se voit. Je sais que voilà, mes reportages sont différents de certains de mes confrères parce que moi, je ne cherche pas forcément le spectaculaire. J'aime pas trop qu'on me voit à l'image. Je laisse la place aux gens qu'on interroge et parce que oui, moi je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à leur histoire, j'ai envie de comprendre comment. Encore une fois, on revient toujours à cette même question de et moi, qu'est-ce que je ferais en fait. Je pense que c'est un peu un problème existentiel, c'est qu'au fond de moi, je ne sais pas comment je réagirais en situation de crise, donc j'ai besoin de me confronter à ces situations-là pour m'interroger et peut-être me connaître aussi moi-même. Et vous ne le savez toujours pas depuis le temps et depuis le nombre de fois où vous avez dû vous poser la question? Je le sais un peu plus, mais en fait, on ne sait jamais. On ne sait jamais jusqu'où on peut aller, en fait. C'est certain. C'est certain. Et justement, du coup, il y avait, je pense, peut-être d'autres biais pour pouvoir rencontrer l'autre, je sais pas, peut-être de l'humanitaire, ou il n'y avait pas forcément de besoin journalistique dedans. Du coup, je me suis demandé si quelquefois, c'était pas justement tellement dur que vous vous demandiez si vous ne vouliez peut-être pas arrêter ou du moins changer de voie, que ce journalisme d'investigation pur, enfin dur pour le coup. Parfois, oui, parfois. Et puis bon, les années passent, hein, donc j'ai moins la fraîcheur que j'ai pu avoir il y a 30 ans quand j'ai commencé. Donc il y a des moments où je me dis, bon allez, j'arrête tout et puis je me consacre à mes livres. Et puis c'est une autre vie. Et puis au bout d'un moment, voilà, le terrain me manque. Et puis vous voyez, là, c'est les vacances, mais je pense déjà à ce que je ferai à la rentrée, voilà, les missions que je vais proposer. Voilà, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire entre septembre et décembre.
Donc j'ai toujours quand même, j'ai toujours ma valise dans un coin de la tête. Mais après, je ne sais pas combien de temps je tiendrai parce que c'est vrai que c'est éprouvant moralement, physiquement aussi. Voilà, bon, ça peut faire un peu enfant gâté, mais bon, voilà, les avions, les hôtels, voilà, vous êtes toujours dans un tourbillon, vous n'êtes jamais chez vous. C'est particulier hein, comme rythme de vie. Donc parfois, voilà, il y a des coups de fatigue où on a juste envie voilà, d'être chez soi avec un bon livre, en famille, et puis on a une vie normale entre guillemets. Mais bon, la vie normale, assez vite après, on s'ennuie. Donc voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la réponse, donc je continue. Et puis le jour où ça s'imposera, peut-être qu'effectivement la décision se prendra beaucoup plus facilement. Et puis je ne ferai qu'écrire des livres, ce qui me plairait bien pour une fin de carrière. Ouais. D'accord. Et votre famille, justement, votre famille, comment elle gère ces situations de danger dans lesquelles vous vous mettez forcément? Alors bon, mes parents ne sautent pas au plafond, hein, encore maintenant, voilà, voilà, ils me disent ça fait 30 ans que ça dure, ça ne s'arrête jamais. Donc non, ça ne s'arrête pas, hélas. Donc bon, j'essaye de les préserver, je les préviens au dernier moment quand je pars, j'essaye de les rassurer quand je suis sur le terrain, je leur dis pas trop où je vais, pas trop ce que je fais. J'envoie des photos où tout va bien pour qu'ils aient une image positive. Donc ça, bon, c'est sûr que c'est pas forcément facile. Mon garçon, mon ado, bon, il a compris que sa mère était un peu cinglée, mais bon, je pense qu'il m'aime bien comme ça. Et puis, de toute façon, puis il m'a dit si t'étais une mère normale, je m'ennuierais. Donc, bon, voilà. Bon, tant que je suis là, que je peux continuer à faire les devoirs à distance, gérer les inscriptions dans les écoles, les stages. Bon, voilà, même si je suis loin, j'ai toujours un œil sur les. J'ai fait des dizaines de devoirs de maths et de physique à distance, donc ça ne m'arrête pas. Et puis, et j'ai la chance d'avoir un compagnon qui fait la même chose que moi, donc qui comprend et qui jamais ne me reprochera de partir et qui comprend voilà, ce besoin d'aller là où ça se passe, même si ça veut dire sacrifier un week-end, des vacances. Voilà. Ça nous est arrivé plus d'une fois d'annuler des moments prévus ensemble parce que l'actualité le demandait et on ne s'est jamais reproché. Non, forcément. C'est l'instant où c'est une passion. Mais voilà. Du coup, enfin, bravo, merci et bravo de savoir justement être factuel et nous donner des informations sous un jour un peu moins violent qu'on est habitué à le voir, et du coup d'être capable en parallèle de nous raconter des vraies histoires, des histoires humaines, parce que vous le faites vraiment avec une voix hypnotique et une plume très très douce et très touchante, autant que vos personnages. Et ça, vraiment, vraiment sincèrement, merci. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour cet échange. Bon, vous l'avez vu, Stéphanie, comme on a l'habitude de dire dans cette émission, c'était un petit entretien bien sympathique. Tout à fait. Sonia, je te voyais secouer la tête parfois sur ce que disait Stéphanie. Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter, ou qu'est-ce que tu veux rajouter? En fait, quand on voit les images, par exemple, là ce soir, j'ai regardé le reportage donc, où vous parliez avec le tsunami, et on voyait pas forcément votre image. Et c'est vrai que, en fait, dans tous les reportages que j'ai pu regarder en replay de ça, et vous mettez toujours les personnes en avant. C'est pas vous, en fait, que vous mettez en avant. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans ce métier aussi, parce que il y en a, c'est sûr, et ben, il dit, ah oui, je suis reporter de guerre, machin, je me mets en avant. Et c'est vrai que vous vous mettez en retrait à chaque fois, en fait, quasiment sur tous vos reportages. Et c'est ça que je trouve bien aussi. Merci, parce que c'est vrai que c'est... Moi, je vois pas, c'est pas moi le personnage de mes reportages. Donc, je tiens à m'effacer devant les gens que je rencontre, parce que le reportage, c'est pas Stéphanie Pérez en Ukraine ou Stéphanie Pérez en Colombie ou Stéphanie Pérez en Irak. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et je suis pas très fan, moi, du journalisme d'incarnation qui met plus en valeur le journaliste que les témoins qu'on interroge. Donc c'est pas forcément toujours facile, c'est pas un équilibre qui est toujours facile à trouver, mais
Mais pour l'instant, voilà, j'essaye de m'y tenir. Et merci de le remarquer. Eh ben, merci à vous. En tout cas, on le rappelle, grand reporter pour France Télévisions depuis plus de 25 ans, auteur aussi aux éditions Récamier avec ce livre La ballerine de Kiev, voilà, aussi aux éditions Récamier, hein, qui vous a valu le prix des lecteurs Cultura 2024. Merci d'avoir été avec nous, Stéphanie, pour nous parler de votre univers, de votre passion et de votre métier. On a vraiment passé un agréable moment. Avant de terminer l'émission et de remercier toutes les personnes qui nous ont suivis sur cette saison et de laisser la parole à mes deux acolytes, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter à l'équipe, à ceux qui nous regardent ce soir? Moi, je dis bravo à ce que vous faites parce que je sais que ça demande beaucoup d'engagement, de faire des émissions comme ça quand on est bénévole, quand on a une vie à côté, mais que c'est la passion qui anime. Donc, bravo de faire vivre les livres, de faire vivre les auteurs parce que sans les livres, on n'est pas grand-chose. Et que nous, auteurs, voilà, on a aussi besoin de vous, on a besoin de cet échange, on a besoin de ce partage avec les lecteurs et vraiment bravo pour cet engagement au service du livre. Parce que si on ne les lit pas, on s'enferme dans un monde qui n'est pas le bon, je pense, et que le livre permet de s'ouvrir et il faut continuer de lire, autrement on se perd. Eh bien, vraiment, merci beaucoup en tout cas pour ces mots. Et je tiens aussi à remercier, donc vous l'avez dit, l'ensemble des auteurs qui sont venus dans cette émission sur l'ensemble de la saison. Je remercie aussi toutes les maisons d'édition qui nous ont fait confiance, vous les lecteurs qui nous ont suivis pendant toute cette année. Et je vous rappelle que l'émission reprendra à partir de septembre où on fera un mois spécial. Si vous connaissez, Stéphanie, je ne sais pas si vous les connaissez, on fera un mois spécial Les Louves du Polar, un collectif justement. J'ai des copines. Voilà, bah justement, on commencera le mois de la saison 2, justement, que vous pourrez suivre hein, sur la page Facebook et la page YouTube Entre l'encre et les mots, un mois spécial Les Louves du Polar. Donc vraiment, merci à vous de nous avoir suivis. Et Séraphine, tu voulais aussi dire un petit mot pour terminer? Attends, il est où? Ça, là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Séraphine, juste pour terminer l'émission et libérer Stéphanie? J'ai fait un petit montage parce qu'effectivement, on nous a fait la réflexion une fois que nous étions un peu les bisounours et les Teletubbies de Facebook. Et voilà, je fais un petit montage pour faire une surprise et un cadeau à mes partenaires et vous souhaiter à tous voilà, un bon mois d'août à notre image, grâce à cette image. Eh ben, en tout cas, merci à tous. Donc, en tout cas, merci Sonia pour tes chroniques. Merci à Séraphine également pour tes portraits. Et j'ai aussi une pensée pour Marie, qui n'a pas pu être avec nous pendant pas mal de temps. Mais voilà, tout se passe bien. C'est juste qu'effectivement, il y a eu quelques petits soucis techniques au niveau du matériel qui fait qu'elle ne peut pas être avec nous ce soir. Mais vraiment, on l'embrasse et on se retrouve donc tous ensemble à partir du mois de septembre. Merci beaucoup Stéphanie. Merci encore une fois aux éditions Récamier. Passez un très bel été et je vous dis donc à septembre et continuez pendant l'été à lire des livres comme l'a dit Stéphanie et aller sur des salons puisqu'on l'a vu, chère Sonia, qu'on fait de magnifiques rencontres et ce qui nous permet effectivement de faire de belles émissions. Et de continuer à sourire pour la surprise. Ah oui, restez connectés parce qu'il y avait des petites surprises qui vont arriver au mois d'août. Donc restez bien connectés sur les réseaux sociaux de Entre l'encre et les mots. Très bon week-end, très bon week-end, non, très bonnes vacances à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.